Je travaille comme agent de sécurité de nuit depuis 5 ans. J'ai tout vu dans ce métier, des ivrognes essayant d'entrer, des sans-abri cherchant un refuge, même quelques voleurs occasionnels. Mais rien, absolument rien, ne m'a préparé à ce que j'ai vécu à l'hôpital Saint-Raphaël cette nuit d'octobre. On m'a assigné la garde de nuit de l'aile, la section qui était fermée depuis plus de 15 ans. L'hôpital avait décidé de la rénover et mon travail était simple. Faire des rondes toutes les heures, m'assurer que personne n'entre, garder tout en sécurité jusqu'à l'arrivée des entrepreneurs le matin. Un travail facile, ai-je pensé. Juste moi, ma lampe torche et des kilomètres de couloirs vides. Je suis arrivé à 22 heures. Le superviseur m'a remis les clés et m'a donné les instructions de base. N'ouvre pas les portes qui sont scellées, m'a-t-il dit. Et si tu entends quelque chose de bizarre, ce sont probablement les vieilles tuyauteries. Ce bâtiment a plus de 80 ans. J'ai hoché la tête, pris mon équipement et me suis dirigé vers l'aile. L'entrée principale était bloquée par des planches de bois et du ruban de mise en garde. J'ai utilisé la porte de service latérale, celle qui menait directement aux couloirs administratifs. Au moment où je suis entré, j'ai senti le changement de température. Il faisait chaud dehors, mais à l'intérieur l'air était froid et humide, comme si le bâtiment lui-même respirait. J'ai allumé ma lampe torche. Le faisceau a percé l'obscurité révélant un long couloir avec des portes des deux côtés. Les murs étaient tachés d'humidité, la peinture se décollait en longues bandes et le plafond montrait des panneaux cassés avec des fils pendants. Le sol était couvert de poussière, de vieux papiers et de débris. Mes pas résonnaient à chaque mouvement. J'ai commencé ma première ronde à 22h30. J'ai marché lentement, éclairant chaque coin, chaque porte, chaque fenêtre condamnée. Tout était silencieux. Un silence lourd, contre nature. On n'entendait pas les bruits typiques de la ville, pas même le vent. Juste l'écho de mes propres pas et ma respiration. J'ai atteint le bout du premier couloir et tourné à gauche vers la zone des infirmières. Il y avait des fauteuils roulants rouillés empilés contre le mur, des civières renversées, des armoires médicales avec les portes ouvertes montrant des étagères vides. Tout abandonné dans le temps, comme si tout le monde était parti en courant et n'était jamais revenu. C'est alors que j'ai entendu le premier son. Un raclement. Comme si quelque chose de lourd se déplaçait sur le sol quelque part devant. Je me suis arrêté net et pointé ma lampe torche vers l'avant. Le couloir était vide. Les tuyauteries, me suis-je dit. Ce sont juste les vieilles tuyauteries. J'ai continué à marcher, mais maintenant j'étais plus vigilant. Chaque ombre semblait bouger, chaque reflet dans les fenêtres brisées me faisait sursauter. J'ai atteint le poste central des infirmières. Le comptoir était encore plein de documents jaunis, de tasses de café fossilisées et d'un vieux téléphone couvert de poussière. Derrière le comptoir se trouvait un tableau avec des chambres numérotées. Chambre 201 à 250. Toutes dans cette aile. J'ai regardé ma montre. 23h moins le quart. J'ai décidé de vérifier quelques chambres avant de retourner au point d'entrée. J'ai poussé la porte de la chambre 203. Elle a grincé fort. À l'intérieur, il y avait un lit d'hôpital avec un matelas déchiré, un support de perfusion renversé et une chaise près de la fenêtre condamnée. Rien d'inhabituel. Juste l'abandon et la décrépitude. J'ai fermé la porte et suis passé à la 205. La même chose. Vieux lit, équipement cassé, mur avec des taches étranges qui ressemblaient à de la moisissure. J'étais sur le point de sortir quand j'ai vu quelque chose sur le mur du fond. Des marques, des griffures profondes dans la peinture, comme si quelqu'un avait gratté ses ongles contre elle avec une force désespérée. Elles formaient des lignes verticales, des dizaines d'entre elles, toutes parallèles. Je me suis approché pour mieux les examiner. Le raclement a retenti à nouveau. Cette fois plus proche. Beaucoup plus proche. Ça venait du couloir, juste devant la chambre où j'étais. J'ai retenu mon souffle et pointé ma lampe torche vers la porte ouverte. Le faisceau éclairait le couloir vide. Rien. Mais je jure que j'ai entendu le son. Ce n'était pas les tuyauteries. C'était quelque chose qui bougeait. Je suis sorti de la chambre rapidement et suis retourné vers le poste des infirmières. Mais pas plus pressé maintenant. Je devais rester calme. C'était mon travail. Je ne pouvais pas fuir comme un lâche la première nuit. Mais quelque chose dans mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Quand je suis arrivé au poste des infirmières, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Sur le tableau des chambres, à côté des numéros, il y avait des notes manuscrites. Certaines étaient effacées, mais j'ai pu en lire quelques-unes.
Patient 203, ne répond pas au traitement. Patient 217, comportement erratique, sédation nécessaire. Patient 234, transféré. LD, protocole spécial. LD, je n'avais vu aucun signe d'une LD dans le bâtiment. J'ai pris mon talkie-walkie pour appeler le superviseur, mais je n'ai obtenu que de la statique. Foutue vieille construction, les murs bloquaient probablement le signal. J'ai décidé de continuer ma ronde. Plus vite je finissais, plus vite je pourrais sortir d'ici. J'ai avancé dans le couloir principal vers la section suivante. Les couloirs devenaient plus sombres à mesure que je m'enfonçais. Ma lampe torche semblait plus faible, comme si l'obscurité absorbait la lumière. Les murs étaient en pire état ici, avec des taches noires couvrant des surfaces entières et une odeur étrange dans l'air. Quelque chose de doux et pourri à la fois. J'ai atteint une intersection. À gauche, le couloir continuait vers plus de chambres. À droite, il y avait une double porte métallique avec un panneau rouillé qui disait « Accès restreint, personnel autorisé uniquement ». Les portes étaient scellées avec des chaînes épaisses et un énorme cadenas. Le raclement a retenti à nouveau, cette fois derrière moi. Je me suis retourné rapidement, le cœur battant dans ma poitrine. Le couloir d'où je venais était vide, mais maintenant je pouvais voir autre chose. Des empreintes. Des empreintes dans la poussière sur le sol. Ce n'étaient pas les miennes. Elles étaient plus grandes, les orteils étrangement séparés, et elles venaient de la direction des chambres que je venais de vérifier. Il y a quelqu'un ici, ai-je pensé. Probablement un sans-abri qui a trouvé un moyen d'entrer. Ça devait être ça. Il y a quelqu'un, ai-je crié. Ma voix a résonné dans les couloirs. Silence. Juste l'écho de ma propre voix revenant vide. J'ai suivi les empreintes. Elles m'ont ramené vers le poste des infirmières, puis ont tourné dans un couloir latéral que je n'avais pas encore exploré. Ce couloir était plus étroit et les portes étaient plus rapprochées. Chambre plus petite. Les empreintes continuaient, fraîches dans la poussière, jusqu'à s'arrêter devant une porte spécifique. La chambre 247. La porte était entr'ouverte. Une faible lumière clignotait de l'intérieur, comme s'il y avait une bougie ou une lampe de secours qui fonctionnait. Impossible. Il n'y avait pas d'électricité dans cette aile depuis des années. J'ai lentement poussé la porte avec mon pied, pointant ma lampe torche à l'intérieur. La chambre était vide sauf pour une civière au centre. Mais sur la civière se trouvait quelque chose. Des documents. Des piles de documents éparpillés. Tous avec le même en tête. Projet Asclepio. Protocole DE-Test. Confidentiel. J'ai pris un des papiers. Il était daté de 1987. Il parlait d'expérimentation sur des patients en phase terminale, de traitements non approuvés, de procédures qui pouvaient entraîner des altérations physiologiques et psychologiques permanentes. Mon sang s'est glacé. Cet hôpital avait été impliqué dans des expériences sur de vrais patients. J'ai continué à lire. Les documents détaillaient les effets secondaires. Le sujet 34 montre une dégénérescence musculaire accélérée. Le sujet 51 présente une photophobie extrême et un comportement agressif. Le sujet 89 doit être maintenu en isolement, risque pour le personnel. Le dernier document de la pile était différent. C'était un ordre d'évacuation d'urgence daté du 15 octobre 1987, exactement 36 ans auparavant, presque jour pour jour. Tous les sujets du projet Asclepio doivent être transférés à l'LD pour confinement permanent. L'accès à l'LD est scellé indéfiniment. Le personnel non autorisé doit évacuer les lieux immédiatement. LD. La porte scellée avec des chaînes. Mon esprit travaillait vite pour tout traiter. Si les sujets ont été transférés là-bas et que l'aile a été scellée, que leur est-il arrivé? Les a-t-on laissés mourir là? Ou quelque chose de pire? Un coup fort a résonné dans le couloir. Puis un autre. Et encore un autre. Comme si quelqu'un frappait les murs avec ses mains en marchant. Les coups se rapprochaient. Je suis sorti de la chambre 247 et ai pointé ma lampe torche vers le son. Au bout du couloir, à peine visible au bord de la lumière, j'ai vu une silhouette. Elle était grande, trop grande. Sa silhouette était mince et disproportionnée, les bras pendaient trop bas, presque jusqu'aux genoux. La tête était inclinée à un angle contre nature, comme si le cou était cassé. Mais le pire, la partie absolument terrifiante, c'était les yeux. Deux points pâles qui brillaient dans l'obscurité, reflétant ma lampe torche comme les yeux d'un animal. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, à m'observer. Mes mains tremblaient en tenant la lampe torche. Qui êtes-vous?
Ai-je réussi à dire, ma voix à peine un murmure. La silhouette a incliné sa tête encore plus, le mouvement saccadé et spasmodique. Puis elle a fait un pas en avant. Le son qu'elle faisait en bougeant était ce raclement que j'avais entendu auparavant. Elle ne marchait pas normalement. Elle se traînait, les pieds raclant le sol à chaque pas laborieux. Je n'ai pas attendu davantage. J'ai couru. J'ai couru vers le poste des infirmières, mes pieds frappant fort le sol, ma lampe torche rebondissant à chaque foulée. Derrière moi, j'entendais le raclement s'accélérer, se rapprocher. Et maintenant il y avait autre chose. Un saut, un gémissement bas et guttural qui ne semblait pas humain. J'ai atteint le poste des infirmières et tourné brusquement à gauche, cherchant la sortie. Mais je me suis arrêté net. Il y avait une autre silhouette. Celle-ci était à l'autre bout du couloir, bloquant mon chemin vers la sortie. Elle avait la même forme contre nature, la même posture brisée. Et derrière moi, la première continuait d'approcher. J'étais pris au piège entre les deux. Mon esprit cherchait désespérément une issue. Les chambres. Je pouvais me cacher dans une des chambres. Je suis entré en courant dans la plus proche, la 209, et j'ai claqué la porte. J'ai cherché quelque chose pour la bloquer. J'ai traîné le lit d'hôpital et l'ai poussé contre la porte juste au moment où quelque chose frappait l'autre côté avec une force brutale. La porte a tremblé. Puis un autre coup. Et encore un autre. Je me suis éloigné de la porte, mon dos contre le mur du fond. La chambre n'avait qu'une fenêtre condamnée et la porte qui était maintenant frappée sans relâche. Il n'y avait pas d'issue. Le son de raclement venait maintenant des deux côtés. Il y en avait plus de deux. Les coups se sont arrêtés brusquement. Silence. Un silence pire que le bruit. J'ai retenu mon souffle, essayant de ne faire aucun bruit. Puis j'ai entendu quelque chose de différent. Un grattement à la porte. Comme des ongles. Beaucoup d'ongles grattant le bois lentement, explorant, cherchant un moyen d'entrer. J'ai regardé autour de moi désespérément. Dans le coin de la chambre, il y avait une grille de ventilation près du plafond. Elle était petite, mais peut-être. Je suis monté sur le lit d'hôpital et j'ai atteint la grille. Elle était desserrée. Je l'ai arrachée et j'ai regardé à l'intérieur. Un conduit de ventilation sombre et étroit. C'était ma seule option. Je me suis glissé dans le conduit juste au moment où la porte de la chambre commençait à céder. Le lit que j'avais mis en barricade glissait sur le sol avec un grincement. J'ai rampé aussi vite que possible dans le conduit métallique, le son de mon mouvement résonnant dans l'espace confiné. Derrière moi, je les ai entendus entrer dans la chambre. Ce gémissement. Plusieurs voix maintenant, toutes gémissant dans une horrible harmonie. Le conduit tournait et se divisait. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, je m'éloignais juste de ces sons. Mes mains et mes genoux me faisaient mal contre le métal. Ma lampe torche a glissé de ma ceinture et est tombée, la lumière disparaissant dans l'obscurité du conduit derrière moi. Maintenant j'étais dans l'obscurité totale, rampant à l'aveuglette. Après ce qui a semblé une éternité, j'ai vu de la lumière devant. Une autre grille. Je me suis approché et j'ai regardé à travers les fentes. C'était une chambre différente, plus grande. Ça ressemblait à une salle d'opération. J'ai poussé la grille. Elle est tombée avec fracas et je suis tombé derrière, atterrissant durement sur le sol carrelé froid. Je me suis relevé rapidement et j'ai regardé autour de moi. La salle d'opération était en meilleur état que le reste de l'aile. L'équipement était toujours en place. Une table d'opération au centre, des lumières chirurgicales suspendues au plafond, des plateaux d'instruments couverts de poussière mais organisés. Et sur les murs, il y avait autre chose. Des photographies. Des dizaines de photos polaroïdes collées avec du ruban adhésif. Je me suis approché pour mieux les voir dans la pénombre. C'étaient des photos de patients. Mais ce n'étaient pas des photos médicales normales. Elles montraient des difformités horribles. Corps tordu, membres allongés, visage à peine reconnaissable comme humain. Chaque photo avait une étiquette. Sujet 23, jour 45. Sujet 67, jour 120. Sujet 89, jour 180, confinement requis. Dans la dernière rangée de photos, mon cœur s'est arrêté. J'ai reconnu l'endroit. C'était ce couloir. C'est elle. Les photos montraient les sujets hors de leur chambre, dans les couloirs, avec cette posture contre nature, ses bras longs. Les choses qui me poursuivaient n'étaient pas des intrus. C'étaient les patients, ou ce qu'il en restait après 36 ans enfermés ici. Un son métallique est venu du conduit de ventilation. Il me suivait. J'ai cherché une autre sortie. Il y avait une porte au fond de la salle d'opération avec un panneau.
Salle d'observation. Je l'ai ouverte et suis entré, la fermant derrière moi. La salle d'observation était petite, avec une grande fenêtre vitrée donnant sur la salle d'opération. Ici, les médecins observaient les procédures. Il y avait une chaise, un bureau avec plus de documents, une porte de sortie de l'autre côté. Une porte avec un panneau vert sortie des secours. J'ai couru vers elle et j'ai poussé. Elle était fermée à clé. Fermée à clé. Non, 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 ai-je murmuré en cherchant sur le bureau une clé. J'ai tiré des tiroirs, éparpillé des papiers. Rien. À travers la vitre d'observation, j'ai vu la grille de ventilation dans la salle d'opération s'ouvrir. Une silhouette s'est laissée tomber. Puis une autre. Et encore une autre. 3 d'entre elles maintenant dans la salle d'opération, leur tête bougeant de manière erratique pendant qu'elles cherchaient. L'une d'elles a regardé directement vers la fenêtre d'observation. Vers moi. Elles ont commencé à se déplacer vers la porte de la salle d'observation. J'ai cherché désespérément quelque chose, n'importe quoi. Dans le dernier tiroir du bureau, j'ai trouvé un porte-clés avec plusieurs clés. Je l'ai pris et j'ai couru vers la porte de sortie. J'ai essayé la première clé. Non. La deuxième. Non. La troisième. La porte de la salle d'observation s'est ouverte violemment. Les silhouettes sont entrées, leurs gémissements remplissant le petit espace. La troisième clé a tourné. La porte de secours s'est ouverte. Je suis sorti en courant juste au moment où j'ai senti quelque chose effleurer mon dos. Je me suis retrouvé dans un autre couloir, mais celui-ci était différent. Plus récent, mieux éclairé. Il y avait des lumières de secours qui fonctionnaient. J'ai couru sans regarder en arrière, les sons de poursuite s'estompant derrière moi. J'ai vu un panneau, sortie, rez-de-chaussée. Un escalier. J'ai descendu les marches 2 par 2, mes jambes tremblant d'épuisement et de terreur. J'ai atteint le rez-de-chaussée et j'ai reconnu la zone. C'était le couloir principal de l'hôpital, la partie qui était encore utilisée. Il y avait de la lumière. Il y avait des gens. Des agents de sécurité de l'équipe de jour commençant leur ronde. Ils m'ont vu sortir en courant de la porte de l'escalier, mon uniforme sale, mon visage pâle, tremblant. Qu'est-ce qui s'est passé? M'ont-ils demandé. Lélé, ai-je réussi à dire. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Ils m'ont emmené au bureau de sécurité. Ils ont appelé le superviseur. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu, mais ça semblait fou même à mes propres oreilles. Le superviseur a vérifié les registres. L'aile était scellée depuis 1987, m'a-t-il dit. Il y a eu un incident. Des expériences médicales non autorisées. L'hôpital a étouffé l'affaire, transféré les patients dans une autre installation et scellé cette section. Personne n'y est allé depuis des décennies. Mais j'y étais, ai-je insisté. J'ai vu les documents. J'ai vu les photos. J'ai vu ces patients. Ils m'ont regardé avec incrédulité. Ils ont envoyé une équipe de sécurité vérifier l'aile. Ils sont revenus 1 heure plus tard. Toutes les portes sont toujours scellées de l'extérieur, ont-ils rapporté. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un soit entré ou sorti. Et il n'y a définitivement personne à l'intérieur. Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais trouvé. Et quand ils m'ont examiné au bureau médical de l'hôpital, ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Sur mon dos, là où j'avais senti quelque chose m'effleurer juste avant de m'échapper, il y avait des marques, des griffures profondes. Mais ce n'était pas que des griffures. Les médecins ont dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la blessure. Une substance inconnue. Ils voulaient faire des tests. J'ai démissionné cette même nuit. Je ne suis jamais revenu. Mais les marques sur mon dos n'ont jamais complètement guéri. Et parfois, la nuit, quand tout est silencieux, j'entends ce raclement, ce gémissement. Et je sais, avec une certitude absolue, que quelque chose de cet endroit est resté en moi. Que d'une manière ou d'une autre, en m'échappant de cette aile, je ne suis pas sorti complètement seul. Parce que maintenant, quand je me regarde dans le miroir dans l'obscurité, parfois je vois mes yeux briller. Comme les leurs. Et mes mains. Mes doigts semblent plus longs chaque jour. Les médecins disent que c'est mon imagination, du stress post-traumatique. Mais je connais la vérité. Je n'étais pas seul dans cet hôpital. Et maintenant, quoi que ce soit qui vivait là-bas, vit en moi aussi. Le projet Asclepio ne s'est jamais terminé. Il a juste trouvé un nouveau sujet. Sujet 101. Moi.